sentier sablé, où il ne manque pas de respect aux fleurs avec cette manière qu'il a adhéré le long des bas-côtés de la nef, et de s'approcher d'un pilier dans des intentions qui font frémir d'horreur, si du moins l'on fait partie d'une assemblée de fidèles seuls, c'est farouché et hors de question, un chien détruit complètement l'harmonie du service. Bien qu'isolément toute cette dame soit pieuse, distinguée, et que la théologie, les mathématiques, le latin et le grec de leurs époux soient leurs garants, il en est de même pour elle. Dieu sait pourquoi. Pour une bonne raison, pense Jacob, c'est qu'elles sont laides comme le péché. Un piétinement, un murmure. Jacob rencontra le regard de Timmy Durand, le fixa d'un air fort sérieux, puis, on ne peut plus solennellement, cligna de l'œil. Waverley, tel était le nom de la villa assise au bord de la route. Ce n'est pas que M. Plumet admira tellement Walter Scott, ni qu'il fut tenté de choisir pour sa demeure une dénomination quelconque. Mais les noms sont bien utiles quand il faut recevoir chez soi des étudiants de première année. Aussi, pendant que l'on était assis à attendre l'arrivée du 4e convive, on discuta des noms inscrits sur les portes des maisons. C'est bien ennuyeux, interrompit brusquement Mrs. Plumet. Monsieur Flandé, est-ce que quelqu'un le connaît? Monsieur Durand le connaissait, et c'est pourquoi il rougit légèrement, et dit avec embarras quelque chose comme « Je suis sûr », tout en regardant Monsieur Plumet, et en plissant la jambe droite de son pantalon. Monsieur Plumet se leva, et vint se placer devant la cheminée. Mrs. Plumet eut un rire de bonne et franche camarade. Bref, impossible d'imaginer rien de plus abominable que cette scène, ce cadre, cet horizon, jusqu'au jardin encore affligé, en mai, d'une stérilité transie, jusqu'au nuage qui choisit précisément cette minute pour obscurcir le soleil. Évidemment, le jardin, mais à cause du nuage, les feuilles se rebroussaient toutes grises, et les pierrots il n'y en avait que deux. Je crois, dit à son mari Mrs. Plumet, profitant de la minute où les jeunes gens regardaient fixement par la fenêtre, je crois, et lui, sans toutefois prendre la pleine responsabilité de cet acte, tira à la sonnette. Rien ne saurait excuser cet outrage à une heure unique dans la vie humaine, sauf la réflexion qui vint à M. Plumet tandis qu'il découpait le gigot, c'est que si un professeur d'université n'invitait jamais ses élèves, si tous les dimanches se passaient, si tous les étudiants terminaient leurs études, devenaient légistes, médecins, membres du Parlement, hommes d'affaires sans que jamais un professeur, voyons, est-ce la sauce à l'amande qui fait l'agneau, ou l'agneau qui fait la sauce, demanda-t-il à son plus proche voisin, pour rompre un silence qui durait depuis 5 minutes et demie. Je ne sais pas, monsieur, dit le jeune homme. À cette minute, monsieur Flandé fit son entrée. Il s'était trompé d'heure. Alors, bien qu'on eût terminé le plat de viande, Mrs. Plumet reprit du chou. Jacob décida, naturellement, qu'il aurait mangé sa viande quand elle aurait mangé son chou, la regardant de temps à autre pour régler sa vitesse par malheur. Il avait une faim épouvantable. Ce que voyant, Mrs. Plumet dit qu'elle était sûre que M. Flandé ne se formaliserait pas, et elle fit servir la tarte. D'un signe de tête particulier, elle fit comprendre à la bonne qu'il fallait offrir une seconde fois du gigot à M. Flandé. Elle regarda furtivement le plat. Il ne resterait pas grand-chose pour le déjeuner du lendemain. Elle n'était pas à blâmer, car comment aurait-elle empêché son père de l'engendrer? 40 ans auparavant, dans les faubourgs de Manchester, et une fois engendrée, pouvait-elle faire autrement que de grandir pour tondre sur un œuf? Que d'être intéressée, arriviste, douée d'une connaissance intuitive et sûre des barreaux de l'échelle sociale, et d'une assiduité de fourmi à pousser devant elle, jusqu'au dernier échelon, Georges Plumet son mari. Qu'y avait-il, en haut de l'échelle? Sans doute le sentiment que tous les échelons sont franchis, car depuis l'époque où Georges Plumet était devenu professeur de physique, ou de je ne sais trop quoi, Mrs. Plumet n'avait plus qu'à se tenir solidement cramponnée à son perchoir, à regarder à ses pieds, et à stimuler ses deux laidrons de filles pour leur faire escalader l'échelle à leur tour. Je suis allée aux courses, hier, dit-elle, avec mes deux petites filles. Ce n'était pas leur faute non plus, assez petites, si elles étaient déplaisantes. Elles parurent au salon, en robe blanche à ceinture bleue. Elles passèrent les cigarettes. Rhoda avait hérité de son père des yeux d'un gris froid. Georges Plumet avait des yeux d'un gris froid, mais où passaient des lueurs abstraites. C'était un homme qui pouvait parler de la percée des vents alizés, du Reform Bill et de l'ordre des récoltes. Il avait sur les rayons de sa bibliothèque les ouvrages de Well et de Bernard Shaw, sur sa table des hebdomadaires sérieux,
à 12 sous, rédigé par des hommes pâles à chaussures boueuses. Tristes journaux grincements et pleins de cerveaux rincés à l'eau froide et tordus chaque semaine. Tant que je ne les ai pas lus l'un et l'autre entièrement, je n'ai pas le sentiment de connaître la vérité sur quoi que ce soit, s'écria avec conviction Mrs. Plumet, tapant sur la table des matières avec sa grosse main rouge et nue, si peu faite pour porter une bague. Oh Dieu, oh Dieu, oh mon Dieu, s'exclama Jacob, lorsque les 4 étudiants sortirent ensemble de la maison. Infect, répugnant, dit-il en scrutant la rue, à la recherche d'un lilas, d'une bicyclette, de n'importe quoi qui pût lui rendre le sentiment de la liberté. Bougrement infect, répéta-t-il, s'adressant à Timmy Durant, et résumant ainsi son malaise devant la vision du monde qui lui avait été offerte à ce déjeuner. Un monde capable d'exister, cela ne faisait pas de doute, mais si peu nécessaire, si inconcevable. Well, et les hebdomadaires à 12 sous, peut-on imaginer ça? Où voulaient-ils en venir? Avec toute leur lessive et leur démolition, ces vieux n'avaient-ils donc jamais lu Homère, Shakespeare, les poètes élisabétains, la piètre matière à méditation que ces pauvres airs plaçaient si haut? Elle apparaissait à Jacob comme clairement dirigée contre les sentiments issus de sa jeunesse et de ses tendances naturelles. Pourtant il éprouvait une espèce de pitié. Ces malheureuses petites filles, l'excès même de son trouble prouve à quel point il était prêt à être troublé. Insolent et inexpérimenté, il l'était, mais non moins certain que les villes édifiées par la génération précédente n'offrent aux yeux que faubourgs de briques, casernes, et lieux de géhenne se profilant sur un flamboiement rouge et jaune. Il était impressionnable, toutefois ce terme est contredit par le sang-froid avec lequel il abritait son allumette au creux de sa main repliée. C'était un jeune homme sérieux, n'importe comment, que l'on soit étudiant de première année ou garçon de magasin, homme ou femme, vers l'âge de 20 ans on subit, comme un choc, et c'est inévitable, la révélation du monde des hommes faits, du monde qui se dresse, avec des contours si sombres, contre ce que nous sommes, contre la réalité, la lande et Byron, la mer et le phare, la mâchoire de mouton avec ses dents jaunies, contre la conviction tenace, irrésistible, qui rend la jeunesse si insupportable. Je suis ce que je suis, je le suis, je veux l'être, une forme pour laquelle il n'existe en ce monde aucun moule, sauf celui que Jacob fabriquera lui-même. Les Plumet essaieront de l'en empêcher. Well, Shaw et les hebdomadaires sérieux s'assoiront sur sa tête. Chaque fois qu'il sera invité à déjeuner le dimanche, dans tout l'été et les dîners où il ira, il subira le même choc, le même sentiment d'horreur, le même malaise, accompagné de plaisir. Car à chaque pas de la promenade qu'il fait ensuite le long de la rivière, il tire de ce qui l'environne, il emmagasine en lui-même une si ferme certitude, un tel retour de confiance qui lui vient de tout, des arbres penchés, des clochers gris si doux contre le bleu du ciel, de cet air crispé de mai, vivifiant, résistant, plein de particules, fleurs des marronniers, pollen, tout ce qui donne au printemps sa puissance, enveloppe les arbres de vapeur, les bourgeons de gomme, et répand du vert partout. Et la rivière aussi suit son cours, ni débordée, ni trop rapide, mais gorgeant la rame qui plonge, laisse tomber de la palette des gouttelettes argentées, et replonge verte et profonde, frôlant les roseaux inclinés comme si elles se complaisaient à leur caresse. À la place où ils amarrèrent leur barque, les saules pleureurs penchaient si fort que l'extrémité de leur feuillage traînait parmi les vaguelettes, et que le grand triangle vert enfoncé dans l'eau comme un coin, étant composé de reflets, se déplaçait feuille à feuille, chaque fois que les vrais bougeaient. Parfois un frisson de vent, aussitôt, dans l'eau, un coin de ciel, et tout en mangeant des cerises, Durand laissait tomber celles qui étaient gâtées, celles qui étaient rabougries, dans le triangle sombre, elles descendaient en tourbillonnant, la queue scintillante, et parfois une cerise à moitié croquée s'enfonçait, rouge, dans l'eau verte. La prairie était au niveau des yeux de Jacob couché au fond de la barque, toute jaune de boutons d'or, mais l'herbe n'était pas rampante comme celle du cimetière, mince flot vert tout prêt à envahir les tombes. Elle poussait dur et gonflée de sève. Les yeux levés, la tête renversée, il apercevait des mollets d'enfants, et aussi des pattes de vache, profondément enfoncées dans l'herbe. Munch, munch, entendait-il, puis une courte foulée, puis de nouveau munch, 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 tandis que les bêtes tondaient le gazon jusqu'aux racines. Devant lui, 2 papillons blancs tournoyaient autour d'un orme, et montaient de plus en plus haut. Le voilà parti, pensa Durand, levant les yeux pour regarder Jacob.
Il lut encore quelques pages de son roman, en levant les yeux de temps à autre, d'une manière curieusement systématique, et chaque fois qu'il regardait, il tirait quelques cerises du sac, et les mangeait d'un air distrait. Des barques les dépassaient, s'écartant du fil de l'eau, obliquant d'une rive à l'autre pour s'entre-éviter, car il y en avait maintenant beaucoup d'amarrés le long des rives, des robes blanches apparaissaient. Une tache ternissait la base de la colonne de ciel qui montait entre deux arbres, autour desquels s'enroulait un filet bleu de fumée. C'était le pique-nique de Lady Millet. De nouvelles barques arrivaient sans cesse, et Durand, sans se lever, rapprochait la sienne du bord. Ouach, gémit Jacob. La barque oscillait, les arbres se balançaient, et les robes blanches, les pantalons blancs s'étiraient, longs et tremblotants, puis remontaient vers la rive. Ouach, il se redressa, s'assit, avec la même sensation que si un morceau d'élastique lui claquait en plein visage. Ce sont des amis de ma mère, dit Durand. À ce que je vois, notre vieux lot de mer n'a pas plein sa peine. Avec ce bateau, il avait suivi toute la côte, de Falmouth à la baie Saint-Yves. Vers le 15 juin prochain, un autre bateau plus important, un yacht de 10 tonnes, bien équipé, dit Durand. La question d'argent se pose, dit Jacob. Ma famille y pourvoira, dit Durand, fils d'un banquier décédé. Je tiens à garder mon indépendance, au point de vue pécuniaire, dit Jacob avec roideur. D'ailleurs ma mère a parlé de quelque chose comme arrogate, ajouta-t-il avec un peu d'ennui, tâtant ses lettres au fond de sa poche. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette histoire de ton oncle converti au mahométisme de Mondatimi? La veille au soir, Jacob lui avait raconté les aventures de l'oncle Morty. Pour te dire la vérité, je pense qu'il nourrit les requins, répondit Jacob. Mais dis donc, Durand, tu n'en laisses pas une, s'exclama-t-il en froissant le sac qui avait contenu les cerises, et en le jetant dans la rivière. Ce faisant, il put voir, dans l'île, la troupe d'invités de Lady Millet. Une sorte de timidité, de mauvaise humeur, de tristesse passa dans son regard. Si nous allions plus loin, avec tous ces sales gens, dit-il. Ils remontèrent le courant, laissant l'île derrière eux. La lune d'argent, molle, ennuagée, ne laissait jamais le ciel dans une obscurité totale. Toute la nuit, les fleurs des marronniers blancs restaient visibles parmi le feuillage, la carotte sauvage, dans les prés, luisait vaguement. À Trinity College, les garçons de salle devaient battre les assiettes comme un jeu de cartes, à en juger par le vacarme qu'on entendait dans la cour d'honneur. Le logement de Jacob était dans la cour Neuville, à l'étage supérieur, de sorte qu'on arrivait à sa porte un peu essoufflé, mais il n'était pas chez lui, en train de dîner dans le hall, sans doute. Bien avant minuit, il fera très sombre dans Neuville-Cour, sauf que d'un côté les piliers, ainsi que les fontaines, seront blancs de lune, et que le portail fera un curieux effet de dentelle noire sur fond vert pâle. Même par les fenêtres on entend le bruit des assiettes, un murmure de conversation aussi, et les portes à va-et-vient qui s'ouvrent et se referment avec un choc mat. Il y a des retardataires. Dans la pièce où Jacob travaille, il y a une table ronde et 2 fauteuils bas, des glaïeuls jaunes dans une jarre sur la cheminée, une photographie de sa mère, des cartes de diverses associations, ornées de croissants gravés en relief, de codes de mailles, d'initiales, des notes entassées et des pipes, sur la table. Du papier réglé à marge rouge, un devoir, sans aucun doute. L'histoire consiste-t-elle dans la biographie des grands hommes? Il y a pas mal de livres, très peu en français, car, n'est-ce pas, les garçons de quelque valeur ne lisent que ce qui les intéresse, mais avec quel fol enthousiasme. La vie du duc de Wellington, entre autres, Spinoza, les romans de Dickens, La Reine des Fées, un dictionnaire grec, avec des pétales de pavot, pareil à de la soie, entre les feuillets, tous les élisabétains. Les pantoufles de Jacob, incroyablement usées, ont l'air de carcasses de bateaux échoués et brûlés sur le rivage. Qu'y a-t-il encore? Dans cette pièce, des reproductions photographiques de statues grecques, et une estampe à la manière noire de Sir Joshua Reynolds, le tout bien anglais. Les œuvres de Jane Austen aussi sont là, peut-être par déférence envers un autre idéal. Carlyle, c'est un prix qu'il a reçu. Notons aussi quelques ouvrages sur la Renaissance italienne, un traité des maladies du cheval, et tous les textes classiques. L'air est languide dans une chambre déserte, à peine gonfle-t-il les rideaux, les fleurs bougent dans la jarre. Une fibre du fauteuil d'osier craque, bien qu'il n'y ait personne dedans. Descendant les degrés un peu obliquement,
Jacob, assis à sa fenêtre, causait avec Durand qui fumait en examinant une carte. Le vieillard, les deux mains nouées derrière le dos, sa robe flottant, noire, autour de lui, s'avança d'un pas incertain le long du mur, puis il prit l'escalier pour monter chez lui. Un autre suivit qui, la main levée, s'extasia devant les colonnes, la porte sculptée, le ciel, puis un autre parut, trébuchant, renfrogné. Chacun monta ses étages, 3 lumières apparurent à des fenêtres noires. Si Cambridge émet un rayonnement, c'est sans doute de ces chambres-là qu'il sort. Ici resplendit la langue grecque, ici, la science, au rez-de-chaussée la philosophie. Le pauvre vieil Huxtable ne sait plus marcher droit. Sopwith célèbre la beauté du ciel tous les soirs depuis 20 ans, et Conan rit toujours tout seul des mêmes histoires. Elle n'est ni simple, ni pure, ni d'une totale splendeur, la lampe du savoir, car si on les regarde, ces maîtres, à sa lumière, que ce soit Rossetti ou Van Gogh qui ornent les murs, qu'il y ait des lilas ou de vieilles pipes dans une potiche, quel air sacerdotal ils ont, et comme ils font penser à ces coins de banlieue où l'on va contempler un certain point de vue et manger un certain gâteau. Nous en sommes les seuls fournisseurs après quoi, on retourne à Londres, la partie de plaisir est terminée. Ayant procédé à son changement de costume avec une ponctualité d'horloge, le vieux professeur Huxtable se laissa tomber dans un fauteuil, bourra sa pipe, choisit son papier, croisa les jambes, et sortit ses lunettes. Toute la chair de son visage flasque tomba en plis comme si des étais en avaient été retirés. Pourtant, arrachés à toutes les banquettes d'un compartiment de métro leur tête, de clous, et celle du vieil Huxtable les contiendra toutes, de chapitres. En ce moment même où son œil parcourt un texte imprimé, quelle procession se met en marche, avec ordre et rapidité, le long des couloirs de sa cervelle, procession sans cesse grossie, à mesure qu'elle défile, par de nouveaux afflux, jusqu'au moment où tout le hall, tout le dôme, toute la boîte crânienne qu'on l'appelle comme on voudra sera grouillante d'idées. Pareil rassemblement n'a lieu dans aucune autre tête. Malgré cela, il lui arrive parfois, au professeur Huxtable, de rester durant des heures cramponné d'une main crispée au bras de son fauteuil, comme un naufragé, et cela, sans autre raison que des élancements dans le pied, dû peut-être à un corps, peut-être à la goutte, et alors, quelles imprécations et quand on l'entend parler d'argent, quand on le voit sortir sa bourse de cuir, et comme une vieille paysanne méfiante et cachotière qui ne sait que mentir, en tirer à contre-sœur sa plus petite pièce de monnaie. Étrange paralysie, étrange rétrécissement, merveilleuse lumière de l'esprit. Plein de sérénité, au-dessus de toute chose plane le vaste front plein de pensées, et qu'on le suppose endormi, ou veillant dans le calme de la nuit, on peut aisément l'imaginer posé sur un oreiller de pierre, dans un repos triomphal. Sopwith, à cette même heure, s'éloignant de la cheminée d'un pas singulièrement inégal, s'était mis à découper le gâteau au chocolat. Jusqu'à minuit, ou plus tard, il aurait des étudiants chez lui, parfois 12 en même temps, parfois 3 ou 4, mais personne ne se dérangeait pour les entrants ou les sortants. Sopwith continuait à discourir, à parler, parler, parler comme si tout pouvait se muer en paroles, la même glissant entre les lèvres sous forme de disques légers, de disques brillants qui se dissolvent dans l'esprit de la jeunesse comme une coulée d'argent, comme le clair de lune. À combien ils s'en souviendront, et du fond de leur vie médiocre, regarderont en arrière, et reviendront se régénérer. Tiens, par exemple, ce vieux Chucky, mon cher garçon, comment le monde se comporte-t-il envers vous? Et il avança, ce pauvre Chucky, le petit provincial malchanceux, de son vrai nom Stanouz, dont le surnom, dans la bouche du maître, ressuscitait tant de choses, tout ce que je n'ai pu être, oui, bien que le lendemain matin, tandis qu'il achetait le journal avant de repartir par le premier train, cette soirée, le gâteau, les jeunes gens, Sopwith lui-même et ses paroles définitives, dussent lui paraître quelque chose d'enfantin, d'extravagant. Mais non, pas tant que cela, et il enverrait son fils à Cambridge. Il économiserait jusqu'au dernier penny pour y envoyer son fils. Sopwith parlait inlassablement, il entrelaçait les fibres rebelles de discours embarrassés, tout ce que sortaient les étudiants et les tressant à sa propre guirlande, si unie, si régulière, il en faisait ressortir les nuances vives, les pointes acérées, la virilité. Il aimait cela. Réellement, à Sopwith, un homme pouvait tout dire, à moins d'être vieux, peut-être,
ou d'avoir sombré dans la profondeur jusqu'au lieu où les disques d'argent sonnent le creux, où l'exergue de la médaille paraît un peu trop sommaire, la frappe un peu trop nette, et la figure gravée toujours pareille une tête d'effet grec. Malgré tout, ce respect subsiste. Seule une femme, devinant le pontife, éprouverait involontairement du mépris. Cohan, Erasmus Cohan, buvait son porto tout seul, ou bien avec un certain petit homme aux joues roses dont les souvenirs remontaient aussi loin que les siens, il dégustait son porto, racontait ses petites histoires, et sans avoir besoin du livre, scandait en latin Virgile et Catulle, comme si les mots, pour ses lèvres, étaient un nectar. Seulement c'est une idée qui vient parfois à tout le monde, que se passerait-il si le poète tenterait, c'est cela, moi pourrait-il se demander, en désignant du doigt ce petit homme joufflu, dont après tout l'esprit est parmi nous le représentant de Virgile, bien que son aspect soit celui d'un goinfre, et que sans souci des abeilles, de la charrue et autres symboles bucoliques, Cohan voyageant en Italie avec un roman français dans sa poche, une couverture sur les genoux, et se félicite de rentrer chez lui, dans son milieu, à sa place, nous montrant dans son élégant petit miroir toujours la même image de Virgile, auréolé de bonnes histoires sur les professeurs de Trinity, et de rutilant reflet de Porto. Les mots n'en sont pas moins un nectar pour ses lèvres. Nulle part ailleurs Virgile ne trouverait une diction plus parfaite. Car bien qu'en flânant dans les allées, au fond du parc, la vieille Miss Infelby déclame assez mélodieusement l'Énéide, et même assez exactement, elle retombe toujours sur le même problème: si je devais le rencontrer, Virgile, que mettrais j'ai tout en remontant l'avenue qui mène à Newham College. Elle laisse son imagination errer sur certains détails de rencontres entre hommes et femmes, qui n'ont jamais été imprimés. C'est pourquoi ces conférences ne sont pas moitié aussi suivies que celles de Cohan, et les choses qu'elle aurait pu dire pour élucider le texte resteront à jamais ignorées. En résumé, placez un maître en présence de ce qu'il enseigne, et le miroir se brisera. Cohan avait fini son porto, son exaltation était tombée, il ne se croyait plus l'image de Virgile. Non, mais plutôt un chef d'entreprise, un censeur, un surveillant, occupé à tirer des lignes entre des noms, à accrocher des listes au-dessus des portes. C'est le système grâce auquel la lumière doit briller, si elle en est capable, la lumière de toutes les langues, du chinois et du russe, du persan et de l'arabe, de tous ces signes et de toutes ces figures, la lumière de l'histoire, des choses que l'on sait, et de celles qu'on est sur le point de savoir. C'est pourquoi si le soir, en mer, au milieu des vagues mouvantes, on aperçoit de loin une lueur sur les eaux, une ville illuminée, une pâleur dans le ciel, toute pareille à celle qui planait, en ce moment même, au-dessus du hall de Trinity. Pendant qu'on y dînait ou qu'on y lavait les assiettes, elle a son foyer ici, c'est le rayonnement de Cambridge. Allons faire un tour chez Siméon, dit Jacob, et ils replièrent la carte, tout étant décidé. Toutes les lumières des chambres donnaient sur la cour, et tombaient sur les pavés, faisant ressortir les gazons, et par-ci par-là une marguerite. Les étudiants, à cette heure-ci, étaient rentrés chez eux. Dieu sait pour y faire quoi, mais qu'est-ce qui pouvait dégouliner comme ça, et pencher à la fenêtre, par-dessus la banquette garnie d'interlocuteurs véhéments, quelqu'un appelait quelqu'un qui passait en toute hâte, et chacun montait, descendait, jusqu'à ce qu'une sorte de grouillement s'établit dans la cour. Ruche pleine d'abeilles rentrant lourdes de butin, somnolentes, bourdonnantes et soudain harmonieuses, une valse en guise de réponse à la sonate au clair de lune. La sonate au clair de lune se tut, la valse cessa brusquement. Bien que les jeunes gens continuassent à entrer et à sortir, tout se pressait comme s'il avait rendez-vous. De temps à autre, on paie. Point. La sonate au clair de lune se tut, la valse cessa brusquement. Bien que les jeunes gens continuassent à entrer et à sortir, tout se pressait comme s'il avait rendez-vous. De temps à autre, on percevait un choc sourd, comme si quelques gros meubles tombaient, à l'improviste et de son plein gré, non par suite de l'agitation générale qui suivait le repas du soir. Probablement, à ce bruit, les étudiants levaient les yeux de dessus leurs livres. Lisaient-ils? L'atmosphère, indiscutablement, donnait une sensation de tension intellectuelle.
des jeunes gens vivaient derrière ces murs, les uns, sans doute, occupés à lire des revues, des romans feuilletons à 25 sous, les jambes installées, peut-être, sur les bras des fauteuils, et la pipe à la bouche, d'autres, vautrés sur les tables, écrivaient, avec un mouvement circulaire de la tête, pendant que leurs plumes couraient sur le papier des naïfs, ceux-ci, qui plus tard, mais inutile de penser à eux dans leur vieillesse, d'autres croquaient des bonbons, ici, on boxait, et ma foi, aucun avait dû subitement devenir fou, pour ouvrir ainsi sa fenêtre en braillant, Joseph. Joseph et se précipiter dans la cour, où un homme âgé, en tablier vert, chargé d'une énorme pile de couvercles de fer blanc, hésitait, indécis, et continuait sa route. Mais ceci est une diversion. Certains étudiants travaillaient, étendus dans leurs fauteuils peu rembourrés, tenant leurs livres dans leurs mains comme si c'étaient de futurs sauveurs pour les moments d'adversité, des jeunes gens anxieux par nature, tourmentés, fils de pasteurs, venant des comtés du centre. Certains lisaient des poèmes de Kéa, et ces interminables traités d'histoire en je ne sais combien de volumes. Sûrement quelqu'un le commençait par le commencement, afin de bien saisir c'est si nécessaire ce que c'est que le Saint-Empire romain germanique. La haute tension intellectuelle, cela en faisait partie, bien qu'il fût dangereux peut-être, par une nuit de printemps, d'appliquer son esprit à une lecture unique, à tel ou tel chapitre d'un livre alors qu'à chaque instant la porte s'ouvrait, pour laisser entrer Jacob, ou Richard Bonamy qui, fatigué de cas, se mettait à faire des allumettes roses avec du papier de journal tortillé, penchant la tête, ayant perdu son expression ardente et heureuse, et pris un aspect plutôt farouche. Pourquoi? Simplement peut-être, parce que Kéa est mort je n'en voudrais bien, soit aussi, faire des vers, et aimer aller brut mais c'est bougrement difficile. Et peut-être, après tout, pas tellement difficile, du moment qu'à l'étage au-dessous, dans une vaste pièce, 2, 3, 5 jeunes gens réunis en sont convaincus, veux-je dire, de cette brutalité humaine, et de la claire différence entre le bon et le mauvais. Dans cette pièce, il y a un sofa, des sièges, une table carrée, et par la fenêtre ouverte, on peut les voir du dehors, ces garçons ici, des pieds projetés en avant, là, une jambe recroquevillée dans le coin du divan. Et très probablement mais ça, on ne peut pas le voir l'un d'entre eux en train de discourir, debout devant le garde-étincelles. En tout cas, Jacob est là, à califourchon sur une chaise, occupé à manger des dattes qu'il prend dans une longue boîte, il rit aux éclats. La réponse arrive du coin du divan, en effet, une pipe surgit, tenue à bout de bras, puis disparaît, Jacob fait demi-tour. À cela, il a une réponse toute prête, bien que le grand type aux cheveux roux assis à la table paraisse le contredire par de l'enhochement de tête, et que, sortant son canif, il en enfonce la pointe, à maintes reprises, dans un des nœuds de la table, comme pour affirmer que la voix venant de la cheminée dit vrai ce que Jacob ne peut nier. Peut-être, quand celui-ci aura fini de mettre en ordre ses noyaux de dattes, trouvera-t-il quelque chose à dire en vérité, ses lèvres s'entr'ouvrent, mais à ce moment éclate une tempête de rire. Le rire s'éteint subitement. À peine aurait-il eu le temps d'atteindre quelqu'un qui serait arrêté près de la chapelle, de l'autre côté de la cour. Le rire s'éteint, et seuls des gestes des bras, déplacements des corps, paraissent donner une forme tangible à ce qui se passe dans la chambre. Est-ce une querelle imparue sur les courses d'aviron? N'est-ce rien de semblable? Que dessine-t-il, ces bras, ces corps, qui s'agit dans la chambre à la tombée de la nuit? Une fois la fenêtre dépassée d'un pas ou deux, il n'y a plus rien à regarder, dans la cour, sauf les bâtisses environnantes, les hautes cheminées, les toits plats, trop de briques et de maçonnerie pour une nuit de mai, peut-être. C'est alors qu'aux yeux de l'esprit surgissent les collines dénudées de turquie lignes découpées, terre sèche, fleurs éclatantes, de la couleur et de la couleur encore, sur les épaules des femmes, jambes nues dans le ruisseau, foulant le linge sur les cailloux, alentour de leurs chevilles, le courant forme des bracelets d'eau. Mais tout cela n'est pas très distinct. Parmi les emmaillotements, les émitouflements d'une nuit de Cambridge, même les coups de l'horloge semblent assourdis, on dirait que des générations d'hommes doctes, ayant entendu l'heure dernière sonner pour eux, la communiquent atténuée et comme affaiblie par l'âge, avec leur bénédiction, au commun des mortels. Était-ce pour recevoir ce legs du passé qu'un jeune homme vint à la fenêtre et y resta? C'était Jacob.
Il était là qui fumait sa pipe, lorsque le dernier coup de leur verre ronronnait autour de lui. Peut-être une discussion était-elle en train, peut-être était-il terminé. Il avait un air satisfait, supérieur, en vérité, mais cette expression changea légèrement, tandis qu'il était là, debout, à écouter le son de l'horloge, qui convoyait vers lui, peut-être, le sentiment de l'antiquité de ces murs et la notion du temps qui passe, et de lui-même, qui en est l'héritier, et du lendemain, et de ses amis, en pensant à eux, avec une confiance et un plaisir sans mélange, il s'étira et bâilla. Pendant ce temps, derrière lui, la forme que lui et ses camarades avaient ébauchée, au cours ou non d'une discussion, cette forme spirituelle, résistante bien que fragile, comme le verre par rapport aux sombres pierres de la chapelle. Cette forme vola en éclats, lorsque les jeunes gens quittèrent leurs sièges et leurs encoignures de divan, parlant tous à la fois et se bousculant, si bien que l'un d'eux en poussa un autre contre la porte de la chambre à coucher, laquelle céda, et ils s'étalèrent. Alors Jacob seul resta, dans le mauvais fauteuil, seul avec Macham, avec Anderson, avec Siméon et oui, avec Siméon. Les autres étaient partis. Julien l'aposta, lequel des deux prononça ce nom, et le flot de paroles qui suivit, vers minuit parfois se lève, comme un fantôme soudain réveillé, un grand vent, et celui qui battait des ailes, à cette heure, dans Trinity, soulevait des feuilles invisibles, et brouilla tous les sons. Julien l'aposta, et puis, le vent, les branches de l'orme s'agitent, les voiles se gonflent, les vieilles goélettes se cabrent et piquent du nez, et dans le torride océan Indien, roulent les vagues blêmies, couleur de rage, soudain, calme plat. De même, si la forme voilée passe dans les cours de Trinity, elle retombe vide dans son sommeil, ses draperies flottant autour d'elle, la tête appuyée contre un pilier. En tout cas, cela semble avoir de l'importance. Cette voix-là, c'était celle de Siméon. La voix qui répondit était encore plus lasse. Les petits coups secs d'une pipe contre le manteau de la cheminée empêchaient de distinguer les mots. D'ailleurs, peut-être Jacob s'était-il borné à dire « ou n'avait-il rien dit du tout. En vérité, les mots n'étaient pas perceptibles, mais l'intimité se devinait, cette sorte de plasticité mentale qui fait que l'esprit s'imprime sur l'esprit d'une manière indélébile. « Ma foi, tu me parais au courant de la question, dit Jacob, qui se leva et se pencha sur Siméon. Il se balançait, tanguait un peu. Il paraissait extraordinairement heureux, comme si sa joie allait déborder et se répandre de tous côtés quand Siméon parlerait. Siméon ne dit rien. Jacob resta debout, mais cette intimité dont la chambre était remplie calme, profonde comme un étang, cette intimité subsista, sans qu'il fût besoin de gestes ni de paroles. Son flot montait doucement et se répandait, apaisant tout, éclairant tout, et revêtant l'esprit de l'éclat des perles. Si l'on parle de rayonnement, du rayonnement de Cambridge, ce n'est pas une manière de dire. Témoin Julien l'aposta. Mais Jacob bougea, dit bonsoir tout bas. Il descendit dans la cour. Il boutonna sa veste sur sa poitrine. Il regagna sa chambre, et comme il était le seul être humain, à cette minute, qui rentrait chez lui, ses pas retentirent, sa silhouette prit de l'importance. De la chapelle et du hall, et de la bibliothèque, se répercutait l'écho de ses pas, comme si les vieilles murailles disaient et redisaient, avec une autorité magistrale. Voilà le jeune homme, voilà le jeune homme, voilà le jeune homme qui rentre chez lui. À quoi bon vouloir lire Shakespeare, particulièrement dans une de ces petites éditions sur papier mince dont toutes les pages s'ébouriffent, où sont collées ensemble par l'eau de mer, bien que les pièces de Shakespeare aient été fréquemment louées, et même citées, et mises au-dessus du théâtre grec. Jamais depuis le début du voyage Jacob n'avait trouvé moyen d'en lire une d'un bout à l'autre. Et pourtant, la belle occasion. En effet, les îles s'y venaient d'être repérées par Timmy Durand, comme une ligne de sommet presque au ras des flots, exactement à la place prévue. Tous ces calculs avaient été parfaitement justes, et réellement, rien qu'à le voir, tel qu'il était là, assis la main sur le gouvernail, avec ses bages aux couleurs de rose et sa barbe en train de pousser, regardant d'un œil sévère les étoiles, puis la boussole, épelant tout à fait bien sa page de l'éternelle leçon de choses, réellement, rien qu'à le voir, une femme aurait été émue. Jacob, évidemment, n'était pas une femme. Le spectacle de Timmy Durand n'en était pas un pour lui. Quant à le dresser contre le ciel et l'adorer, il en était à 1000 lieues, car il venait de se disputer. Comment il peut se faire que le meilleur procédé pour ouvrir une boîte de singes, quand on a Shakespeare à bord, et autour de soi tant de splendeur,
transforme deux amis en collégiens hargneux, bien malin qui pourra le dire. Il est vrai que le bœuf conservé se mange froid, que l'os salé gâte les biscuits, et que les vagues roulent, déferlent, d'une façon bien fastidieuse déferlent, roulent, pendant des heures à perte de vue. Tantôt flotte une taupe d'algues, tantôt un morceau de bois. Des navires ont dû sombrer, par ici. On aperçoit un ou deux bateaux, suivant chacun sa route. Timmy devine leur destination, sait quel est leur chargement, et grâce à sa longue vue, peut dire à quelle compagnie ils appartiennent, et deviner le dividende payé aux actionnaires. Il n'y a pas, dans tout cela, de quoi mettre Jacob de mauvaise humeur. Les îles Scilly se présentent comme une chaîne basse, presque au niveau de la mer. Malheureusement, Jacob a démoli la clavette du réchaud primus. Une forte lame qui passerait, irrésistible, pourrait parfaitement dérober à la vue les îles Scilly. Mais il faut accorder, du moins, aux jeunes gens, que si un déjeuner, pris dans ces conditions, manque de gaieté, il manque également d'hypocrisie. Nulle nécessité de causer. Le repas fini, on allume sa pipe. Timmy se mit à rédiger quelques observations scientifiques, et quelle fut donc la question qui rompit le silence l'heure exacte le jour qu'il était en tout cas elle fut posée sans la moindre gêne, de la façon la plus naturelle. Ensuite Jacob déboutonna ses vêtements, et resta tout nu, sauf sa chemise, dans l'intention probable de se baigner. Les îles Scilly bleuissaient, subitement, des teintes vertes, des teintes violettes, des teintes bleues, envahirent la mer, la laissèrent toute grise, une bande colorée apparut, puis s'évanouit, mais quand Jacob eut enfin passé sa chemise par-dessus sa tête, toute la plaine des vagues était bleue et blanche, ondoyante et crépelée, bien que de temps à autre une tache violette se montrât, comme une meurtrissure, à la surface, ou parfois une grosse émeraude, flottante et nuancée d'or. Dans le bateau, le banc était positivement brûlant, et le soleil chauffait le dos de Jacob, assis tout nu, sa serviette à la main, et contemplant les îles Scilly, qui à diable, la voile se mit à claquer. Shakespeare fut projeté par-dessus bord. On put le voir flotter et s'en aller gaiement, ses pages innombrables toutes rebroussées, puis il sombra. Chose assez surprenante, ça sentait la violette ou du moins, si la violette était vraisemblable en juillet, on devait cultiver, à l'intérieur des terres, une autre fleur au parfum pénétrant. Elle n'était pas bien loin, les terres on apercevait distinctement toutes les anfractuosités de la falaise, et de petites maisons blanches, avec de la fumée qui montait. Le paysage avait un aspect étonnant de calme, de paix ensoleillée, comme si toute sagesse et toute piété y étaient descendues parmi les habitants. Parfois retentissait un cri, analogue à celui d'un vendeur de harengs dans une grande rue. Oui, ce pays avait un aspect étonnant de paix et de douceur sans doute. De vieilles gens fumaient devant les portes, sans doute les filles, le poing sur la hanche, se réunissaient à la fontaine, auprès des chevaux à la tâche. On aurait dit que la fin du monde était arrivée et que les champs de choux et les murets de pierre, les postes des gardes-côtes, et surtout les baies de sable blanc où les vagues se brisent sans être vues de personne, allaient s'élever au ciel dans une sorte d'extase. Mais, imperceptiblement, la fumée des maisonnettes baissa, devint comme un emblème de deuil, un drapeau dont la caresse flotte au-dessus d'une tombe. Les mouettes, prenant leur vaste envolée, et revenant flotter, paisibles, semblaient désigner l'endroit. Nul doute que pour un voyageur, en Italie, en Grèce, ou même sur le littoral espagnol, la tristesse de ce paysage n'eût été dissipée par la sensation de nouveauté, l'excitation du voyage, et le coup de coude rassurant d'une éducation classique. Mais sur les collines de Cornouailles se dressent de rudes cheminées, et quelle qu'en soit la cause, la beauté est d'une tristesse épouvantable. Oui, les cheminées des chaumières, les postes des gardes-côtes, et les petites baies où les vagues se brisent sans être vues de personne, évoquent la peine qui nous accable. Mais d'où peut venir cette pensée? Elle nous est fournie par la terre elle-même. Elle vient des maisons de la côte. Nous partons transparents, le nuage s'épaissit. Toute l'histoire vient s'appuyer à notre panneau de verre. Toute tentative d'évasion est vaine. Mais si telle est la véritable explication de la tristesse de Jacob, assis tout nu, au soleil, à regarder le bout du monde, impossible de le dire, car il ne prononça pas un mot. Quant à Timmy, il se posait, de temps à autre, l'espace d'une seconde, la question de savoir si sa famille, oui ou non, le raisait, peu importe. Il y a des choses dont il vaut mieux ne pas parler.
secourons tout cela, séchons-nous, et emparons-nous de ce qui nous tombera sous la main, le carnet d'observation de Timmy Durand, par exemple. En ce cas, dit Jacob, une discussion terrible commença. Il y a des gens qui sont capables de suivre une route pas à pas et même d'en ajouter un de plus pour finir, un tout petit, de 15 cm environ, d'autres se contentent de juger d'emblée, sur des indices. Les yeux se fixent sur le tisonnier, la main droite s'en empare, et le soulève, elle le fait tourner lentement, et avec une grande précision, elle le remet en place. La main gauche, sur le genou, scandit une marche militaire, majestueuse bien qu'intermittente. Suit une profonde reprise de souffle, invité d'ailleurs à expirer sans avoir servi à rien. Le chat passe devant le foyer, personne n'y fait attention. Me voilà aussi près que possible du sort du sujet, conclut Timmy. La minute suivante est calme comme la tombe. Il s'ensuit, dit Jacob. La phrase reste inachevée, mais pour l'observateur des signes visibles, ces moitiés de phrase sont comme des drapeaux placés au sommet d'un bâtiment. Et qu'est-ce que la côte de Cornouailles, avec son parfum de violette, et ses symboles de deuil, et son calme recueillement, sinon une image sur l'écran, un film à laisser derrière soi, tandis que l'esprit continue sa route. Il s'ensuit, dit Jacob. Oui, dit Timmy après réflexion, tu es dans le vrai. Alors Jacob se précipita dans l'action, moitié par besoin de détente, moitié pour donner carrière à une sorte d'allégresse. Sûrement car tandis qu'il carguait la voile, ou récurait les assiettes, le bruit le plus singulier sortait de ses lèvres, un son rude, discordant, une sorte de péant, parce qu'il avait saisi l'argumentation, parce qu'il était maître de la situation, brûlé du soleil, parasé, capable par-dessus le marché de faire le tour du monde dans un yacht de 10 tonnes, ce qu'il finirait bien par faire un jour sans doute, au lieu de s'installer dans une étude de notaire, et de porter des guêtres. Accoutré comme nous le sommes, dit Timmy, l'ami Macham aimerait autant ne pas être vu en notre compagnie. Il n'avait plus un seul bouton à ses habits. Connais-tu sa tante? À Macham, demanda Jacob. J'ignorais qu'il eût une tante, dit Timmy. Macham en a des millions, dit Jacob. Il est inscrit au cadastre anglais, dit Timmy. Ses tantes également, dit Jacob. Sa sœur, dit Timmy, est une bien jolie fille. Toi, mon vieux, tu sais ce qui t'attend, dit Jacob. Cela t'arrivera avant de m'arriver, dit Timmy. Mais ces dames dont je te parlais, la tante de Macham, oh je t'en prie, mon vieux, accouche, dit Timmy. Car Jacob riait tellement qu'il ne pouvait plus parler. La tante de Macham, Timmy riait tellement qu'il ne pouvait parler. La tante de Macham, pour quelle raison Macham prête-t-il il ainsi à rire, dit Timmy. Tiens, un type qui semble avoir avalé son épingle de cravate avant l'âge de 50 ans, il sera Lord Chancelier, dit Timmy. C'est un gentleman, dit Jacob. Le duc de Wellington était un gentleman, dit Timmy. Et Kean n'en était pas un. Lord Salisbury en était un. Et le bon Dieu, à ton avis, dit Jacob. Les îles Scilly apparaissaient maintenant comme directement signalées par un index de lumière dorée qui sortait d'un nuage, et chacun sait à quel point ce spectacle est prodigieux, à quel point ces larges rayons, qu'ils illuminent les îles Scilly ou les tombeaux des croisés dans les cathédrales, ébranlent jusqu'en ses fondations le scepticisme, et conduisent à plaisanter sur la divinité. Reste avec moi, rapide, le soir tombe, l'ombre grandit, Seigneur, reste avec moi. Se mit à chanter Timmy Durand. Dans mon pays, on chante un hymne qui commence par ces mots, grand Dieu, que vois-je et qu'est-ce que j'entends? Avec un molle balancement, les mouettes flottaient par petits groupes de 2 ou 3 autour du bateau, le cormoran, comme acharné à la poursuite éternelle de son long cou, fuyant devant lui, rasait l'eau à distance d'1 pouce, jusqu'au prochain rocher, et le sourd murmure du flot dans les anfractuosités de la côte passait sur la mer, bas et monotone, comme la voix de quelqu'un qui se parle à soi-même. Roc des âges, ouvert pour moi, laisse-moi me cacher en toi, chanta Jacob. Pareil à la dent émoussée de quelque monstre, un rocher paraît au-dessus des eaux, il est brun, et perpétuellement inondé de petites cascades. Roc des âges, chantait Jacob, couché sur le dos, levant en cette fin de journée les yeux vers le ciel, un ciel libéré du moindre nuage, si bien qu'il semblait, pour l'éternité, exhibé sans voile. Vers 6 heures, de quelques banquises, la brise se mit à souffler. Vers 7 heures, l'eau devint plus violette que bleue. Vers 7h30, tout autour des îles, s'étala un voile de grossière baudruche, et le visage de Durand, à la barre, prit la teinte rouge d'un coffret de laque poli depuis des générations.
Vers 9 heures, toute flamme et toute agitation avaient abandonné le ciel, n'y laissant que des échancrures d'un vert pâle et des ébrures d'un jaune éteint. Vers 10 heures, les feux du bateau projetèrent des lueurs difformes, tantôt allongées, tantôt raccourcies, selon que les vagues s'étiraient, ou faisaient le gros dos. La lumière versée par le phare courait rapidement sur la mer. À d'innombrables millions de milles, une poussière d'étoiles scintillait, et le bateau était flagellé par le flot, qui se brisait avec une effrayante solennité, à intervalles réguliers, contre les roches. Frappé à la porte du cottage et demandé un verre de lait, c'est la soif seule qui peut contraindre à une pareille indiscrétion. Et cependant Mrs. Pascoe l'accueillerait peut-être avec plaisir. Il est possible, en effet, que ce jour d'été lui semble long, tandis qu'occupée à laver son linge dans sa petite arrière-cuisine, elle entend le réveil faire « tic-tac, tic-tac ». Elle est toute seule à la maison. Son mari est allé donner un coup de main au fermier Hosquet. Sa fille est mariée et est partie pour l'Amérique. Son fils aîné est marié aussi, mais elle ne s'entend pas avec sa belle-fille. Un ministre wesleyen est venu dans le pays, et lui a enlevé son second garçon. Elle est toute seule chez elle. Un steamer, probablement à destination de Cardiff, passe en ce moment au large tandis que là, tout près d'elle, la clochette d'une digitale, avec un bourdon pour battant, s'agite. Ces blancs cottages de Cornouailles sont bâtis